Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Héberger chez eux des migrants, les accueillir dignement, leur offrir tout simplement un peu d'humanité, c'est ce que font des centaines de Belges tous les jours. Initié à Bruxelles par la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, ce mouvement de solidarité s'est étendu à tout le pays en un peu plus de 2 ans. Qu'est-ce qui pousse ces citoyens à se mobiliser? Comment tenir le coup et ne pas s'essouffler face à un monde politique qui a bien du mal à apporter des solutions concrètes à l'accueil des migrants? On en discute dans notre émission aujourd'hui. Et pour discuter de toutes ces thématiques, de l'hébergement citoyen, mais évidemment aussi de la politique d'accueil et de la politique migratoire menée en Belgique et plus largement en Europe, j'ai le plaisir d'accueillir Mehdi Kassou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Alors également Sophie Djigo, bonjour. Vous êtes philosophe, vous venez de Lille, vous êtes également une militante, on peut le dire. Et vous avez publié un livre qui s'appelle « Aux frontières de la démocratie, de Calais à Londres sur les traces des migrants ». On va avoir l'occasion d'en parler pendant l'émission. Et enfin, Pierre Skonbrodt. Donc Pierre Skonbrodt, vous êtes journaliste au Centre d'Action Laïque. Et vous êtes donc journaliste vidéaste et vous venez de réaliser un documentaire qui a été diffusé en partie, un extrait en tout cas a été diffusé dans cette même émission il y a 2 semaines. Un documentaire, vous avez suivi pendant 1 an les hébergeurs de migrants et plus spécialement les hébergeurs de la région de Hesbaye. Alors ce documentaire, il s'appelle V'nou et du coup pour expliquer le titre, je ne me tourne pas vers vous mais je vais me tourner plutôt vers vous Mehdi Kassou parce que V'nou c'est vraiment un terme qui est propre aux hébergeurs de migrants. Qu'est-ce que ça signifie ? Oui, effectivement. Alors, au départ, c'est un terme qui s'est voulu, qui ne s'est pas réfléchi, qui était assez spontané. Donc, c'était un échange entre bénévoles du parc Maximilien, les réputés vestes blanches qui organisaient la rencontre entre les migrants du parc Maximilien et les hébergeurs et des bénévoles, hébergeurs, chauffeurs, etc., qui avaient tendance à trouver un peu plus d'importance dans le travail de l'autre. Et donc, c'était vous faites, nous faisons, c'est génial, etc., etc. Et l'un des deux, à un moment donné, proposait V'nou, mais là, tout de suite envisagé comme terme inclusif qui rassemblerait toutes ces personnes qui se mobilisent, chacune à leur échelle, pour offrir de l'aide aux migrants. Et donc ça va des chauffeurs aux hébergeurs, etc. Mais il y a aussi eu rapidement l'idée d'inclure aussi les personnes que nous accueillons, les migrants eux-mêmes, dans ce terme. Et donc il se veut vraiment comme un terme inclusif qui nous rassemble tous autour d'un projet solidaire. Oui, qui va du coup en opposition aussi au terme nous, vous, nous, enfin voilà, cette opposition qu'on présente souvent dans la société actuelle. Alors, donc c'est le titre que vous avez choisi, Pierre Skonbrodt, pour ce documentaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux hébergeurs de migrants et peut-être même plus spécialement à ceux de Hesbaye que vous suivez donc que vous avez suivi pendant 1 an et dont le résultat est donc ce documentaire? Donc, il y a de ça quelques années, nous avions organisé au Centre d'Action Laïque une campagne d'éducation permanente intitulée « Pas de mur à nos frontières ». Et donc nous, dans les émissions qui sont diffusées en ce moment, c'est un des numéros, on réfléchit souvent à essayer de décliner tous nos combats théoriques, de les décliner en un reportage qui illustrerait nos combats. Et pour Pas de mur à nos frontières, c'était assez vite évident qu'il fallait faire quelque chose sur les hébergeurs. Et puis, Mehdi et Adriana étant largement connus, et l'activité de la plateforme et de tous les bénévoles de Bruxelles ont été largement présents dans la presse et dans les médias, et c'est tant mieux d'ailleurs, on s'est dit que peut-être il était intéressant d'approfondir notre recherche et d'aller là où les collègues journalistes avaient moins été. Et donc, j'ai pris le temps d'écouter un tout petit peu ce qui se passait. Et c'est là que j'ai entendu qu'il y avait des collègues du Centre d'Action Laïque de Liège qui organisaient des colis colibris. Et puis je me suis dit que quitter Bruxelles ne serait peut-être donc pas une mauvaise idée. J'ai été du côté de Warem, dans cette maison de la laïcité, qui organisait des colis colibris. J'ai fait des rencontres. Et puis le deuxième enjeu, c'était de se dire comment est-ce que visuellement on va rendre ce projet intéressant.
parce que filmer une maison de la laïcité et puis alors ensuite filmer des hébergeurs chez eux, très vite on se sent à l'étroit comme vidéaste. Et c'est là qu'on cherche encore un tout petit peu plus loin et que je suis tombé sur 2 interlocuteurs dont on parlera encore sans doute dans cette émission. C'est Diego Dumont et Luc Baouin, un médecin, qui ont été finalement les deux personnes qui ont été vraiment très importants dans la réalisation de ce film. Ouais, Diego Dumont qui coordonne la plateforme donc SBA Terre d'accueil et Luc Baouin qui est médecin et qui soigne beaucoup de migrants qui sont de passage dans cette région. Sophie Djigo, quel regard est-ce que vous portez sur ce mouvement de solidarité qui est né en Belgique il y a, on va dire en 2015, mais qui a pris vraiment de l'ampleur en 2017 et qui aujourd'hui rassemble des milliers de personnes, des dizaines de milliers. Absolument. D'abord, ça a été une découverte et une belle surprise. J'ai entendu parler de cet hébergement citoyen de la bouche des exilés qui circulent, on le sait, dans cette région transfrontalière et qui étaient agréablement surpris de se retrouver à Bruxelles ou dans d'autres communes du territoire belge, accueillis comme ça dans des familles. Et donc, très vite, je suis allée voir un petit peu comment ça se passait. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer Mehdi Kassou. Et je trouve que c'est à la fois un élan humain formidable, mais c'est aussi un geste politique très fort. Et ce qui m'a frappée, c'est cette façon très pudique des Belges de mettre de côté leur dimension d'engagement politique et militant, comme si au fond ce geste relevait du sens commun, de la morale spontanée, alors qu'en réalité c'est un magnifique acte de résistance à des politiques gouvernementales qui sont à la fois anticonstitutionnelles, contraires aux droits internationaux et aux droits fondamentaux. Et je pense qu'il faut repolitiser ce geste parce que ce ne sont pas les partis politiques qui confisquent le politique, c'est effectivement aux citoyens de s'en réemparer et ils le font de manière remarquable dans votre pays. Mais c'est vrai que vous parlez de résistance, ça apparaît plusieurs fois dans le film, mais en même temps, il y a plusieurs personnes qui disent, voilà, oui, je fais un acte de résistance, et en même temps, effectivement, ils disent, je ne fais pas de politique, et on retrouve, je pense, dans les hébergeurs, beaucoup de gens qui n'étaient pas nécessairement des activistes auparavant, Mehdi. Oui, absolument. Il y a eu même une volonté, en fait, et on était dans une période particulière, pré-élection communale, fédérale, etc., donc il y avait une importance de ne pas politiser, en tout cas de ne pas partisaniser le débat et l'investissement. Et je pense que c'est un élément qui a permis de fédérer un grand nombre de personnes, mais surtout cette dimension, cette expansion du nombre d'hébergeurs et le nombre de personnes qui se sont mobilisées, effectivement au départ, n'était pas lié à un acte politique, même si c'est éminemment politique comme acte de poser un acte de solidarité de cette ampleur, d'accueillir chez soi l'étranger, l'exilé qui est sur la route. Il y a une dimension qui a permis à tout un chacun de rejoindre ce mouvement dans lequel il y avait une dimension dont d'aucuns en parlaient, d'aucuns en parlaient d'apolitisme ou d'apolitique, etc. Nous avons travaillé sur cette dimension apartisane en laissant à tout un chacun, quelle que soit son idéologie ou sa lecture politique de la situation, la possibilité d'exprimer sa solidarité, en tout cas la nécessité de répondre aux besoins qui apparaissaient et qui effectivement étaient la conséquence d'une politique. Et donc, on a répété, ça fait partie de tout ce qu'on disait systématiquement, nous existons parce que nous sommes la cause d'une politique migratoire qui est menée, qui ne respecte pas la dignité humaine, mais nous laissons à tout un chacun et nous rendons effectivement la possibilité à chacun de s'emparer de cette question en posant un acte fort de solidarité, et puis ensuite, dans le cas des visites domiciliaires par exemple, en allant interpeller ces élus locaux, etc., etc. Mais il y avait effectivement une dimension au départ de neutralité partisane qui permettait à chacun de rejoindre le mouvement. Et d'ailleurs, j'ai pu le constater sur le terrain, c'était absolument, franchement merveilleux de voir toutes ces différentes populations qui se mélangeaient, toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les différentes confessions, j'ai envie de dire, en SB. Ce qui était facile, et plus facile qu'à Bruxelles, c'était de capter ça visuellement. Parce qu'on a là des agriculteurs à la retraite, on a là des médecins, on a là des personnes plutôt cataloguées à gauche de l'échiquier politique, mais aussi à droite. Et donc, sur ce territoire, c'était, vous le verrez dans le film, c'est très difficile de l'expliquer, mais visuellement, beaucoup plus facile à mettre en avant. Et donc, il a fallu juste laisser tourner et de voir ce petit monde se mélanger. Et c'était très, très amusant et en même temps très beau à voir.
Oui, c'est absolument extraordinaire. Pour juste compléter, dans cette fosse, et ça, évidemment, on le rencontre ailleurs, dans les locales, etc., mais au parc Maximilien, dans son endroit qu'on appelait par moment la fosse ou la reine, etc., parce qu'on s'y retrouvait à plusieurs centaines, il y a eu des discussions, des rencontres absolument extraordinaires. Je repense à cette dame flamande qui nous a dit spontanément, vous savez, moi j'ai voté Vlaams Blok, une dame âgée qui à l'époque avait voté Vlaams Blok, puis Vlaams Belang, et qui, par la rencontre, au travers d'une invitation chez une voisine ou amie à venir partager le repas, a revu complètement ses positions. Mais on imagine derrière le débat qu'il peut y avoir entre des personnes dont on pourrait penser effectivement qu'elles sont plutôt cataloguées à gauche de l'échiquier politique, et puis ensuite des personnes qui, dans le passé, ont voté à l'extrême droite, se rencontrer. Le débat est absolument extraordinaire, et je me souviens m'avoir été fasciné par cette multitude d'opinions qui se rencontraient et qui se rejoignaient autour d'un point. Cet acte que nous posons est absolument important et nous le ferons tant que l'État ne le fera pas. Ouais. Alors, on va continuer à en parler. Je propose juste qu'on fasse une petite pause et qu'on regarde un extrait de ce fameux documentaire V'nous. On regarde tout de suite, on en discute après. Thank you. Welcome, maman. Ça, c'est les voitures du camp. Hein? Yes. No. Here, Ipsa. Et donc oui, je pense que ça a fait changer un peu les choses et ça a un peu questionné. Et c'était le but, c'était ne fût-ce que se mettre en question, c'est déjà le début, dépasser les peurs pour aller vers le doute, vers les questions. C'est déjà le début de quelque chose qui peut faire qu'à un moment donné, on a un déclic, on dit « Ah non, non, là je suis plus d'accord de ce qu'on est en train de me faire faire ». Good luck. Yeah, okay. It's okay. Let's go. Allez. Monsieur le voisin. Sophie Djigo, cet extrait, on l'a choisi parce qu'on trouvait qu'à la fois ça montrait la solidarité qui pouvait s'être créée entre les hébergeurs et les migrants, mais aussi on voit qu'il y a une forme de solidarité, d'amitié qui est menée dans le mouvement des hébergeurs. Est-ce que finalement ce mouvement est un moteur de cohésion sociale Bien sûr. Alors c'est vrai que d'abord il y a quand même l'idée de se rencontrer autour de valeurs communes, de se reconnaître du coup dans des groupes qui partagent des valeurs qui sont parfois pas si évidentes que ça. Et puis ce que je trouve formidable dans ces pratiques d'hébergement citoyen, c'est qu'on n'est pas du tout dans la relation humanitaire. On est aux antipodes de cela. La relation humanitaire, elle suppose une asymétrie complète. Il y a celui qui donne et il y a celui qui reçoit, et c'est une relation qui maintient le statu quo. Là, on brise complètement la symétrie, je pense, de façon maximale, puisque les exilés ont le statut d'invités, et on se retrouve dans ces moments où il s'agit de créer du commun. Et c'est ça qui est très fort, en fait, dans ce geste. On crée du commun, et là, vous voyez bien qu'il n'y a plus d'exilés, il n'y a plus d'hébergeurs, il y a des gens qui viennent avec leurs invités et qui retrouvent des amis, et ces amis, il y a une sorte de... Voilà, on entretisse des liens. Alors on va voir un exilé qu'on a déjà accueilli, qui n'est pas celui qui est chez soi, et puis on va voir le copain qui héberge, qui peut être un nouvel ami, ou qui était un ami qu'on a converti, entre guillemets, à l'hébergement. Et donc tout ça crée une solidarité, une sociabilité qui est tout à fait nouvelle, que je trouve très intéressante, et qui se superpose aussi parfois sur des relations de voisinage. C'est-à-dire que, certes, on peut, comme dans le cas que tu évoquais, avoir un ami qui nous invite à l'apéro parce qu'il héberge pour voir un petit peu ce que c'est, mais on a aussi le voisin.
le voisin qui accueille comme ça 2 Érythréens, tiens, et puis on est curieux, alors on va discuter avec lui, et puis peut-être qu'on va finir par faire la même chose. Et c'est vrai que nous, côté français, ça marche aussi beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'on superpose cette sociabilité avec les exilés à une sociabilité du voisinage qui, du coup, est réactivée. Et là, on a quelque chose de très fort dans la promotion du lien social. Et est-ce que, dans le livre, pour reprendre vos mots, je pense que vous dites, vous redonnez un visage à tous ces migrants qui finalement sont très anonymes, qui deviennent un peu parfois des fantômes comme ça sur la route de l'exil. Vous leur redonnez un visage et vous leur donnez aussi la parole dans ce livre. Et on voit que en fait, cet hébergement et cette solidarité qu'ils ont reçue, notamment en Belgique, est quelque chose qui a vraiment compté pour eux. Absolument. D'abord parce que ils vivent cette exclusion de manière à la fois matérielle et symbolique. Ça crée effectivement à la fois un sentiment de dénuement, de désespoir, mais aussi une véritable aliénation. Il y a des conséquences, des effets même psychologiques de ce type de politique. Et du coup, d'être invité dans des familles, ça casse la symétrie et du coup, ça revalorise, ça réhumanise là où ces politiques visent à déshumaniser. Et moi, je me souviens, j'ai quelques anecdotes comme ça, j'en parle dans le livre, mais voilà, d'exilés qui m'appelaient en vidéo call en me disant « Regarde, on est dans l'appartement d'une famille, ils nous ont laissé les clés ». Et en fait, ce geste est très puissant parce que c'est la confiance. Faire confiance à quelqu'un, véritablement le tenir avec tout le respect et la considération qui lui est due, dans une totale égalité. Mais ça fait un bien fou et ça guérit de beaucoup de blessures, en réalité. Alors après, il n'en reste pas moins que vivre en hôte, c'est ne pas vivre chez soi. Mais clairement, ce qui est souvent utilisé par les exilés pour parler des hébergeurs, c'est le vocabulaire de la famille. Et ce n'est pas juste une manière de parler, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il y a quelque chose de l'ordre d'une famille de substitution et les hébergeurs, à l'évidence, le vivent aussi comme ça. Donc il y a un investissement affectif, social, qui est très important et qui permet de redonner de la dignité à ces personnes, là où les politiques de non-accueil essayent de les en priver. Oui, Mehdi Kassou, absolument, oui, je ne peux évidemment rejoindre Sophie. Il y a eu même dans le champ sémantique, dans le choix des mots, une évolution au départ. Au parc Maximilien, des hébergeurs rencontraient des hébergés. Et puis rapidement, et tu mentionnes, ce sont devenus des invités. Mais on a été même plus loin dans la création de nouveaux mots. Il y a eu le mot amigrant, qui est la fusion, un mot valise rassemblant amis et migrants. Il y a le fait qu'effectivement, les invités se sont mis à appeler les enfants de la famille frères et sœurs, ou mieux les parents, baba, mama, ce qui en plus culturellement dans une certaine région du monde est symboliquement extrêmement fort, mais il y a eu vraiment un bouleversement comme celui-là. Et aujourd'hui, effectivement, ce que les exilés ou les personnes du parc Maximilien demandent ou recherchent, c'est une famille. I need family. Et je vais raconter cette anecdote. On est un jour confronté à un cas de violence, d'extrême violence policière dans le cadre d'une intervention, etc. Et on tombe sur une dame migrant dont le frère a été arrêté et emmené, et qui est face à un policier qui essaye de comprendre un petit peu en disant « Who is your family ?» et la fille a répondu « Which family ?» Et je me souviens de ce moment où elle a sorti son téléphone en montrant les numéros de téléphone des familles chez qui elle avait été accueillie. Il y avait une confusion dans le moment entre son frère qui était emmené et sa famille qui pouvait la protéger. Et elle, voilà. Donc il y a effectivement ce dépassement, enfin, de chacun, de toutes nos peurs qui au départ nous interrogeaient par rapport à l'accueil, à l'ouverture de portes, au partage de l'intimité, etc., etc. Et puis voilà, aujourd'hui, littéralement des relations de famille, des traversées de la Manche, on se retrouve. Et on en parlait il y a quelques jours, mais cette dimension de, je ne dirais pas de domination, mais ce rapport social disparaît complètement le jour où effectivement les familles sont invitées à rejoindre leurs invités, leurs immigrants, leurs frères et sœurs, etc., ou frères de substitution, mais en Angleterre, et le jour où ils sont invités à leur tour. Et c'est là qu'on retrouve un niveau, une égalité entre les deux qui est absolument extraordinaire. Et voilà. Et on peut-être parler de la reconnaissance. On a tendance naturellement à se dire au départ que bon, ces personnes qu'on aide vont être reconnaissantes. Je connaissais ce concept pour moi, je savais ce que ça m'avait apporté à moi. Mais ça a été extraordinaire de découvrir qu'effectivement la gratitude était beaucoup plus présente dans le chef des hébergeurs qui se redécouvraient dans leur peur, dans ce qu'ils avaient pu dépasser, dans leurs rencontres, dans ce qu'ils avaient appris, que chez finalement les hébergers qui, au long de leur parcours,
avait été quelque part aidé. Alors pas cette forme d'aide, mais habitué à ce qu'il y ait des aides à certains endroits qui apparaissent. C'est vrai que pour reprendre quelque chose qui est dit dans le documentaire, je pense que c'est Sophie ou Stéphanie, une des deux, qui dit « ça ne m'a pas changé, ça m'a réveillé ». Je trouvais que c'était une belle formule, que c'était bien dit. C'était très bien dit et je voudrais vraiment revenir sur ce que Sophie disait. Ce qui est passionnant depuis le début de cette émission, c'est ce temps d'arrêt qu'on prend pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc moi, j'ai été fort dans le suivi, où j'ai voulu quelque part rendre hommage à ce très beau mouvement de solidarité qui est tout à fait unique, mais surtout, à mon avis, pas anodin du tout. Il laisse des traces et on ne se rend pas encore compte vraiment de quelles traces il s'agit. Sauf quand j'entends Sophie, je commence déjà à un peu mieux comprendre. Je n'ai pas voulu laisser la parole aux experts parce que je pense qu'on avait encore trop le nez dans le guidon, mais je pense qu'il est vraiment indispensable, comme on le fait aujourd'hui, de prendre ce temps d'arrêt, d'écouter des philosophes, d'écouter aussi d'autres personnes qui puissent essayer maintenant de comprendre ce qui arrive à notre société et de comprendre aussi ce que pourrait laisser comme trace un mouvement comme celui-ci, parce que je suis certain qu'il en laisse. Alors, je vais vous redonner la parole, mais je propose qu'on regarde un deuxième extrait du documentaire, un deuxième extrait qui montre là plutôt la polarisation de la société sur cette question. Pendant une longue journée, j'ai attendu dans une chambre, destination inconnue. Ils me disent d'aller au petit château, ils me donnent des papiers, des cartes, puis je pars avec 4 personnes, qui m'étaient déjà familières dans cette croisade. Nous marchons beaucoup, et à la fin, nous trouvons une grande porte. Entrée dans le château, où ma nouvelle histoire doit commencer. C'est vraiment très difficile. Nous, on ne nous fait pas valoriser nos droits, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Ça fait près de 15 jours que nous sommes ici en attente qu'on nous reçoit. Nous sommes en plein froid. On n'arrive pas à dormir. Là. Ça n'est pas la peine, on ne sait pas où aller. Aucun espoir. Aucun espoir. C'est seulement que le gouvernement nous vienne en aide, qu'il trouve une solution favorable par rapport à nous. Nous sommes en plein hiver, là, c'est pas facile. C'est pas facile, beaucoup de gens vont perdre leur vie ici. Nous sommes quand même des humains, on sera traités tous comme des humains. Au moins le droit, ils font parler du droit, ils doivent au moins respecter ce droit. الوضع يعني برد وشتي وعم ننام برا ما في محل وعم نستنى فرج الله لأنه الوضع اللي ضغناه على الطريق سيء جدا جدا يعني تعذبنا كثير لو وصلنا لهون ونحن يعني الحرب اللي بسوريا هي اللي أجبرتنا بهالشيء هذا انه نطلع يعني نتعذب كل العذاب لحتى نوصل لهون. Alors, Sophie Djigo, dans le film, on voit qu'il y a évidemment des beaux moments de solidarité, des moments très forts, mais évidemment, on ne vit pas dans un monde de bisounours, si on peut reprendre ça, et on sait que tout n'est pas rose et que, effectivement, cette politique d'accueil qui est illustrée ici dans l'extrait, elle a quand même très peu changé, que ce soit en France, en Belgique, en Europe de façon générale, elle a quand même très peu évolué les 2-3 dernières années. Oui, alors le grand problème avec ces politiques européennes de non-accueil, c'est qu'elles sont complètement irrationnelles. Vous avez démarré l'émission en posant la question, qu'est-ce qui pousse ces gens à faire de l'hébergement citoyen, à aider les migrants? Mais le bon sens. La raison, c'est une décision rationnelle. Le problème de ces politiques, c'est qu'elles sont entièrement dictées par des idéologies qui sont en plus, côté français en tout cas, historiquement marquées, une idéologie coloniale, et qu'elles résistent à tous les arguments démographiques, économiques, politiques et moraux. Et donc, ça nous rend terriblement impuissants en tant que citoyens, parce qu'en plus, ça court-circuite toute possibilité de discussion, vu que la discussion repose sur l'échange rationnel d'arguments. Là, pas du tout. On arrive à des blocs émotionnels et idéologiques contre lesquels on n'a pas d'autre choix que d'essayer de les contourner
de manière plus ou moins anonyme ou plus ou moins mise en visibilité. Je pense que c'est très important ce que fait la plateforme, de mettre en visibilité ces actions citoyennes. Rendre visible finalement ce qui est invisible. Ouais. Exactement. Et donc il y a une continuité, effectivement, qui, sous diverses formes, se poursuit et qui est aussi le résultat d'une confiscation de la part de politiques aussi qui sont électoralistes et qui se nourrissent de la construction de clivages. Et donc, évidemment qu'on aboutit à une société de plus en plus divisée parce que c'est une stratégie politique de créer et d'entretenir de la division, là où on est incapable de proposer un projet politique qui rassemble. Mais les citoyens ont bien compris le vrai sens de la politique, le vivre ensemble. Et donc, ce sont eux qui, finalement, en dépit ou en deçà, ou je ne sais pas comment le formuler, mais en tout cas, parallèlement à l'État, eh bien, vont se saisir de cette possibilité de construire du vivre ensemble parce qu'ils n'attendent au fond... alors si, ils attendent quelque chose de l'État, mais comme ça ne vient pas, eh bien, ils vont eux-mêmes à l'initiative, pas seulement d'ailleurs dans le domaine de l'accueil des exilés, mais dans plein d'autres domaines. Est-ce que vous avez constaté, Pierre Skonbrod, pendant l'année où vous avez suivi ces hébergeurs, est-ce qu'il y avait une forme de désillusion finalement, est-ce qu'il s'essoufflait un peu face notamment à cet immobilisme politique ? Vous avez dit le mot désillusion et à un moment je me demandais si c'était pas de la lassitude, mais pas du tout, parce que même si le nombre parfois de bénévoles actifs diminue, c'est vraiment pas en fait de lassitude qu'il s'agissait, mais bien de désillusion. Je pense qu'il y avait une vraie attente que ce mouvement soit limité dans le temps et qu'à un moment donné, voyant les citoyens agir, le politique se dit je ne peux pas rester au balcon, et en fait il est resté au balcon, et ça c'est vraiment, ça a été difficile à vivre pour ça. Mais justement, pour l'avenir de ce mouvement, quelles sont les pistes ? Et j'imagine que les pistes, elles passent par le politique. Oui, effectivement. Déjà en partie, vous recevez on va dire que par exemple pour la Porte du Lys, il y a déjà une forme de soutien politique. Absolument, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, on attend le politique dans une espèce de concrétisation de ce qui a déjà été opérationnalisé par le citoyen, ou un relais qui soit assuré par des financements, par des nouveaux dispositifs. Moi, je veux surtout rebondir sur le reste. Ce qui est important, c'est qu'on a aujourd'hui, au-delà du nombre effectivement de personnes qui, avec plus ou moins d'intensité en fonction des événements extérieurs, vont héberger ou pas, on a surtout un noyau, un énorme noyau de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont aujourd'hui conscience du problème, qui ont découvert une Belgique ou une Europe parallèle, qui ont donc compris la dimension politique de cet acte qui était posé au départ dans une dynamique de solidarité pour lesquelles il va être difficile de changer les choses. J'aime en tout cas à penser que quand on voit la Belgique francophone aujourd'hui par rapport au reste de l'Europe, on est une espèce de petit village gaulois qui résiste à l'envahisseur d'extrême droite, etc., ou aux politiques d'extrême droite. Et j'aime à penser que cette conscientisation a participé à ça. Ensuite, le vrai projet d'avenir, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord ceux qui continuent à héberger, qui veulent continuer à héberger tant qu'il n'y aura pas de solution structurelle d'accueil. Mais il y a surtout, à mon avis, un projet, et le mot a été dit plusieurs fois aujourd'hui autour de la table, un projet de cohésion sociale, d'intégration, de lutte contre le racisme, contre les préjugés. Je veux juste terminer par tous ces enfants dans ces foyers, dans ces familles qui ont rencontré l'inconnu, l'étranger, qui ont vu leurs parents déconstruire leur peur. Ces enfants aujourd'hui sont porteurs d'espoir, ils sont l'avenir, et ils feront un jour, j'espère, le choix éclairé politique lors de leur vote et permettront d'avoir des politiques qui, eux, travailleront l'accueil et la dignité. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous les trois, on pourra encore en discuter pendant des heures. Juste rappeler donc le livre Aux frontières de la démocratie de Calais à Londres sur les traces des migrants avec des témoignages très forts des migrants notamment. Et puis rappelez aussi que le film V'nous, il est, si ça vous intéresse, de le diffuser dans des écoles, dans des centres culturels, il suffit de contacter le Centre d'action laïque. Merci à tous, merci à vous trois et merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.